À la fin de 1977, le film de George Lucas a peut-être battu tous les records de popularité. Ça a dépassé toutes nos attentes. J'ai dit maintenant, on va faire une suite. Quant à la 20th Century Fox, elle a déjà cédé à George le contrôle des produits dérivés ainsi que tous les droits de suite. Il n'envisageait aucun marché, ni pour une suite, ni pour des produits dérivés. Oups! Même si sa femme Marsha, qui est monteuse, reste à ses côtés, George Lucas n'est pas satisfait. Animé par une ténacité héritée de son père, il caresse un grand projet. Il voulait tout contrôler et avoir son propre studio. Ce que peu ont même déjà essayé. Je savais qu'il pouvait le faire. Mais il doit d'abord trouver le moyen de financer le film indépendant le plus cher jamais produit. George Lucas espérait réaliser des suites à La Guerre des Étoiles si c'était un succès. À ce moment, il s'attendait à ce que le public l'accueille comme la plupart des films de Disney de l'époque. C'est ce qu'il espérait. Eh bien maintenant, il espère autre chose. Il a déjà commandé une suite potentielle à faible budget, Splinter of the Mind's Eye, mais cette histoire paraît sous forme de livre en 1978, puis est mise de côté parce que pour l'instant, une suite nébuleuse de second ordre ne suffira pas. Beaucoup étaient d'avis que le succès de La Guerre des Étoiles était un coup de chance, que le hasard avait bien fait les choses. Et je pense que c'est ce qui a motivé George à dire « Ah ouais? Vous avez trouvé ça bon? Vous n'avez rien vu? » Le film La Guerre des Étoiles va enfin avoir la suite hollywoodienne qu'il mérite. Mais George n'a pas l'intention de la tourner à Hollywood. En fait, Hollywood ne l'intéresse pas du tout. Et maintenant, il a le choix. La Guerre des Étoiles a connu un tel succès que soudain, George pouvait financer sa destinée. Et sa destinée le ramène là où tout a commencé, dans le nord de la Californie. Un commerçant d'une petite ville vit avec ses profits et ses pertes. C'est comme ça que fonctionnent les entreprises américaines et c'est la route qu'il va suivre. Mais pas dans la papeterie de son père. George veut bâtir son propre empire. Son père avait monté un petit commerce à partir de rien. Et George m'a toujours dit, maintenant, j'ai ma propre compagnie. C'est ainsi qu'un projet de construction se met en branle. Le ranch Skywalker de George Lucas. Ça se voulait un lieu de rencontre pour cinéastes, où les gens iraient pour écrire et tourner des films. Une communauté d'artisans du film. Il a aussi mis sur pied des services techniques connexes à Lucasfilm. C'est le cas de The Lucasfilm Graphics Group. Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais ce qu'il est devenu, sûrement. Vous ne connaissez probablement pas non plus le logiciel de montage vidéo non linéaire EditDroid, qui deviendra Avid. Un autre nom qui vous est parfaitement inconnu. Sachez seulement qu'il est utilisé pour monter la majorité des films, y compris ce documentaire. Il devenait ainsi un homme d'affaires tout en étant responsable de réaliser la suite. Mais même ce nouveau George Lucas ne peut à la fois bâtir son studio de rêve et financer l'Empire contre-attaque. Il décide donc de miser le tout pour le tout. Il a obtenu un prêt à la banque pour son film. La Bank of America l'a financé. L'idée était que si les revenus du film ne permettaient pas de rembourser le prêt, George s'engageait à le faire personnellement. Menotté par une position financière vulnérable et hanté par la voix désapprobatrice de son père, « Sois ton propre patron. Assure tes arrières avec ton propre argent. » George va quand même de l'avant. Mais les probabilités penchent en sa faveur. Toutes les banques lui auraient accordé ce prêt. C'était du jamais vu dans l'histoire de Hollywood. George avait énormément de crédibilité. Et l'avenir lui réserve encore plus de crédibilité et d'argent. Selon l'accord, une fois que le film atteindra 100 millions de dollars, Lucas empochera 77,5 % et la Fox 22,5 %. Le film est la propriété de Lucas et il a le dernier mot sur le montage.
En gros, la Fox affiche son logo, distribue le film et touche un pourcentage. Mais d'abord, il faut se pencher sur le scénario, ce qui ne devrait pas être un problème. Du moins, pas selon ce que George affirme. George et d'autres personnes racontent qu'il a écrit l'histoire en entier, qu'il l'a ensuite coupée en sections et qu'il en a filmé une. C'était La Guerre des Étoiles. Et qu'après ce succès, il pouvait filmer les autres. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement cru qu'il y en avait 9. Je pense que dans sa tête, il voyait des planètes enveloppées de brume. Quand j'étais sa femme, je n'ai jamais entendu qu'il y avait 9 histoires. Pas même 2 histoires. Eh bien, il n'y a qu'une seule solution. George a engagé Lee Brackett pour écrire l'Empire contre-attaque. Elle a beaucoup écrit pour les films de Howard Hawks, Rio Bravo, entre autres. Et des romans de science-fiction. Il lui a donné des pistes pour le scénario. Il voulait un triangle amoureux dans le style de Autant en emporte le vent, qui serait composé de Luke, Han et Leia. Et Luke devait perdre, pour des raisons évidentes. Elle a donc écrit le scénario, elle le lui a remis, et elle est morte quelques jours plus tard. Et George n'a pas aimé son ébauche. George n'a peut-être pas une histoire aboutie, ni de scénariste, mais il peut compter sur sa fidèle équipe. George était déçu du travail de Gary Kurtz pour le premier film. Mais Kurtz s'était tellement investi pour la guerre des étoiles que Lucas s'est senti obligé de faire appel à lui. I like to consider them different adventures rather than direct sequels. Il y a aussi sa femme, Marsha Lucas, formidable monteuse, qui a presque sauvé le premier film à elle seule. J'étais prête à mettre fin à ma carrière de monteuse. Mais elle prend sa retraite. Quand est venu le moment de faire l'Empire contre-attaque, on avait adopté un bébé. Et avec un enfant à la maison, je ne pouvais pas faire du montage 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Mais pas de problème. George peut très bien confier son autre bébé au monteur Paul Hirsch, qui a contribué au montage du Nouvel Espoir, gagnant d'un Oscar. Il peut aussi se fier à John Dykstra et à son équipe de magiciens chez ILM qui ont révolutionné l'art des effets spéciaux dans un Nouvel Espoir. On s'est beaucoup amusé pendant ce film. On s'aimait tous beaucoup, comme frères et sœurs. Mais tout bon chef de famille doit subvenir aux besoins de ses enfants. Glenn Larson de Universal m'a approché pour que je fasse les effets visuels d'une émission télé de science-fiction. Oui, Glenn Larson, que certaines personnes appellent aussi Le prince du plagiat. Glenn Larson reprenait manifestement tout ce qu'il pouvait de la guerre des étoiles. Glenn Larson ne vole pas que des idées. Il ne se passait rien d'autre à ce moment-là. Et il m'offrait un contrat plutôt intéressant. Alors, j'ai dit oui. John Dykstra crée alors une compagnie appelée Apogee et avec son équipe, il transporte la magie ailleurs. Eh bien, pas tout à fait. Il a loué tout l'équipement que George avait dans l'entrepôt et les studios ILM à Van Nuys sont devenus Apogee. On a décidé de faire le projet Télé Galactica avec sensiblement la même équipe. Mais il y a un point de discorde majeur. Je pense que George avait une objection quant à l'exécution technique. Je crois que c'était une question de propriété. À qui appartenaient les idées et les procédés d'effets spéciaux? George et la Fox ont alors intenté une poursuite judiciaire. Mais la bataille juridique sur la propriété intellectuelle ne pèse pas lourd à côté de la guerre qui éclate entre George et John Dykstra. George n'approuvait carrément pas mon style de gestion. C'était moi le patron. Les autres s'en remettaient à moi. Je pense qu'il était surtout frustré de ne pas pouvoir être aux commandes. Mais dans ce cas-ci, c'est George qui est aux commandes et Dykstra n'est plus là, ce qui lui convient très bien. Je ne voulais pas aller à Marin. Privé de son expert en effets spéciaux et de sa meilleure monteuse, George peut au moins compter sur ses compétences de réalisateur. Mais il y a un problème. Il n'aimait pas diriger les films. Quand Steven Spielberg tourne, on voit qu'il adore ça. Quand on regarde George, il est comme ça.
Alors, après le succès de La Guerre des Étoiles, il avait assez d'argent pour ne plus diriger de films. En fait, il aimait faire des films, mais il préférait travailler chez ILM que tourner en Tunisie ou à Londres. Mais si George Lucas ne dirige pas ce Star Wars, qui osera prendre sa place sur la chaise? Un défi de taille. Comme le scénario est en perpétuel changement et que le superviseur des effets spéciaux n'est plus dans le décor, les caméras sont loin d'être prêtes à tourner l'Empire contre-attaque. De plus, George Lucas désire se concentrer sur son empire encore naissant. Alors la question qui se pose est, qui va prendre sa place sur la chaise du réalisateur? Ce ne serait pas simple pour la personne qui allait réaliser la suite, parce que ce film était le bébé de George. Cette personne serait constamment surveillée par George, parce qu'il était à la fois le créateur et le financier, et aussi le seul à connaître tout le processus de la post-production qui allait suivre. George et le réalisateur devaient être sur la même longueur d'onde. Il le fallait. Heureusement, George connaît déjà un peu le style et la façon de faire du réalisateur Irvin Kershner. Kershner avait déjà enseigné à Gary et à George à l'Université de Californie du Sud. Ils se connaissaient. Une expérience commune qui ajoute du poids à l'avis de son camarade d'université et producteur. L'influence de Kurtz a été déterminante dans le choix de Kershner. Mais Kershner n'en est pas à ses premières armes. Kershner avait déjà réalisé une suite avec succès, La revanche d'un homme nommé Cheval. Pour Lucas, l'important était que Kershner avait un don pour les personnages complexes. Mais Kershner ne voulait pas faire la suite de La Guerre des Étoiles. Parce qu'une suite n'est rien d'autre qu'une suite. C'est inévitablement une redite. Cependant, George lui a confirmé qu'il n'était pas question de faire exploser l'étoile de la mort, de faire la fête et d'avoir une fin heureuse. C'était le chapitre du centre de la saga. C'était sombre, pas une histoire à l'eau de rose. Les personnages comptaient et Lucas avait besoin de Kershner. Irvin était bon comme du bon pain, un genre de grand-papa gâteau. Mais on ne sait jamais à quoi s'attendre avec des réalisateurs qui ont eu une longue carrière. Comment ce sera? Nous le découvrirons bientôt. Pour l'instant, Lucas a encore quelques problèmes d'importance à régler, comme le remplacement de John Dykstra, superviseur chez ILM. On ne m'a pas invité, soyons clairs. Dykstra est une grosse pointure. Ce ne sera pas facile de le remplacer. Le gars qui avait largement participé au premier film et qui était responsable en grande partie de son succès était absent. Mais Richard Edlund est là et il devra bientôt prendre une décision cruciale. Je m'attendais à recevoir un appel pour l'Empire contre-attaque. Et j'aurais été fou de ne pas saisir cette occasion. Donc, Richard Edlund a pris la place de Dykstra en tant que superviseur des effets spéciaux. John avait un talent inouï. Il savait comment s'entourer des meilleurs dans son équipe. Le flambeau est maintenant passé entre les mains de Richard Edlund, qui doit former son équipe. Il fait alors appel à un expert de l'animation image par image, Phil Tippett. Honnêtement, je n'étais pas prêt techniquement à faire le travail qu'on me demandait de faire. ILM ira de l'avant avec la Dykstra Flex sans Dykstra. Ce sera toujours la Dykstra Flex pour moi. Tout ce qu'il reste à régler est le fameux scénario. Et pour y parvenir, George a besoin de dénicher un nouveau scénariste. Heureusement, Indiana Jones est là pour sauver la situation. Steven Spielberg avait engagé Lawrence Kasdan pour Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et George a tellement aimé le scénario qu'il lui a demandé de l'aider à finir l'écriture de l'Empire. Lawrence Kasdan a donc contribué à la version finale du film. Mais il manque encore quelque chose au scénario. Un retournement de situation qui laissera le monde entier sous le choc. Dans cette version, Vader n'était pas le père de Luke. Mais après tout ce que George a vécu... George et son père s'affrontaient souvent. L'espoir. Il s'agit de l'espoir de redresser une relation incroyablement douloureuse. La solution pour le scénario de l'Empire semble presque inévitable, sauf pour George. Il y avait Willard et Gloria Hewitt, qui étaient de bons amis à nous. Ils avaient coécrit Graffiti américain et peaufiné les dialogues de La Guerre des Étoiles. Un jour qu'ils étaient à la maison, George a dit
Je travaille sur la suite. Willard a ri, puis il a dit « Darth Vader pourrait devenir le père de Luke. » Je suis sérieuse. Je suis sérieuse. Donc, à un certain moment entre le plat principal et le dessert, George Lucas s'est fait servir un des moments forts de l'histoire du cinéma. Cette phrase a eu une résonance chez George. Je ne sais pas si Willard se souvient de ça, mais moi, je m'en souviens. Les arrangements techniques derrière la caméra ont représenté tout un défi. Ce qui ne sera pas le cas pour l'organisation des détails devant la caméra, parce que tous les acteurs ont déjà signé pour la trilogie. N'est-ce pas? Eh bien, la présence de Mark et Kerry était confirmée pour 3 films, mais Harrison Ford n'avait pas signé de contrat pour le 3e film au départ. Ce n'est pas parce que George ne le voulait pas. C'est parce que... on y reviendra plus tard. Mais comme c'est peut-être la dernière fois qu'apparaît le personnage clé de la saga, soit celui du Vaurien, on peut se demander... Comme Harrison Ford n'avait pas de contrat pour le 3e film, il fallait trouver un personnage fort pour le remplacer. C-3PO? Lando Calrissian. Exact. Lando. Donc, ce tout nouveau rôle exige un tout nouvel acteur. Je m'appelle Billy Dee Williams et j'ai passé 60 ans à jouer des rôles de tout genre au théâtre. J'ai joué Lando Calrissian. I'm Lando Calrissian. I'm the administrator of this facility. Mais Lando Calrissian n'est pas le méchant typique qui porte une cape et une moustache et qui est en position de pouvoir. Je le voulais plus grand que nature, avec une cape, bien sûr. Et puis, Lando Calrissian, ça sonne bien. Il y a une autre raison pour laquelle Lando est une crapule aussi sympathique. You look absolutely beautiful. Lando, c'est Han Solo si Han Solo n'avait pas rencontré les rebelles. Han Solo est un héros solitaire. Ce sont des personnages qui sont méchants au début, mais qui se rachètent plus tard, au cours de l'histoire. Il ne trahit pas Han parce qu'il veut le trahir. Il trahit Han parce qu'il est obligé de le trahir. Il a une ville à protéger. Et c'est très important que le public fasse le lien entre les deux personnages, qu'il voit Lando comme étant le reflet de Han Solo. Il ne s'agit pas du simple reflet de 2 hommes séduisants. Billy Dee Williams brandit un miroir à la société. Je voulais qu'il soit dépourvu de tous les clichés associés au fait d'être noir. Les gens séparent les noirs et les blancs, mais pour moi, Lando arbore le spectre complet des couleurs. Mais dans la maison des miroirs de Star Wars, un autre reflet aboutira à un personnage très important. Stuart Freeborn a eu une inspiration pour Yoda en se regardant dans le miroir. Au départ, ils pensaient à un elfe. Ils ont fait plusieurs essais, mais non, ce n'était pas ça. Puis un jour, ils sont entrés dans la pièce et ils ont pouffé de rire parce que Stuart Freeborn avait sculpté son propre visage pour faire celui de Yoda. Quand on compare une photo de Stuart Freeborn à Yoda, on voit des ressemblances. Comme le modèle est la tête du célèbre concepteur de maquillage britannique Stuart Freeborn, l'honneur de donner vie à ce maître miniature est confié au fameux marionnettiste Frank Oz. Et pour le prochain nouveau personnage, sombre et inquiétant, un primate sera mis à contribution. L'Empire contre-attaque introduit de nouveaux personnages, bons et méchants, mais comment surpasser Darth Vader? Lucas ne se laisse pas abattre et s'adresse à Rick Baker. En fait, George m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin du personnage de l'empereur. Une personne devant laquelle Darth Vader se prosternait. J'ai trouvé ça génial. L'imagination de Rick dépasse les bornes et son estimation des coûts dépasse l'entendement. Je lui ai fait mon offre. Mais c'était trop cher pour lui. Dommage. La proposition de Rick s'avère trop coûteuse pour le budget de George. Mais ILM trouve une autre solution. Soit une tête de femme, une voix d'homme et des yeux de chimpanzé. Ils ont pris une vieille femme, ils lui ont mis du velours noir sur les yeux, puis ils ont filmé les yeux d'un chimpanzé qui allait de gauche à droite. Ils devaient aligner les yeux du singe avec ceux de la femme. Pourquoi ne pas prendre des verres de contact? C'est une bonne question.
Mais il y en a une autre plus importante. À quoi ressemble la voix d'une vieille femme empereur avec des yeux de singe? C'était la voix de Clive Revill. The son of Skywalker must not become a Jedi. Ils n'ont pas pensé que ce serait Clive Revill. Clive Revill est connu pour ses rôles sur la scène londonienne. Et il ignore tout du personnage qu'il doit interpréter. S'il avait vu l'allure du personnage, il aurait adapté sa voix pour qu'elle soit crédible. Yes. He would be a great asset. Lucas a prévu que le nouveau gros méchant serait l'empereur. Mais un deuxième méchant ne sera pas de trop. Un redoutable chasseur de primes entre en scène pour accrocher l'imagination du public. Au début, Boba Fett était une création de Ralph McQuarrie et Joe Johnston, qui se voulaient un genre de super soldat impérial. Norman Reynolds, le directeur artistique britannique, avait apporté l'uniforme blanc de Boba Fett. Il l'a montré à George. Et George a trouvé qu'il ressemblait à tous les autres Stormtroopers. Ils lui ont donné une allure à la Clint Eastwood, avec un poncho et des éperons dans un style plus western. C'est un survivant. Très juste. À ce moment, c'est un certain Jeremy Bulloch qui enfile l'uniforme. C'était le demi-frère du producteur Robert Watts. C'est aussi, regardez bien, ce soldat impérial. Mais il reste aussi... Surrender is a perfectly acceptable alternative in extreme circumstances. The Empire may be gracious enough. Thank you. Anthony Daniels, notre bon vieux C-3PO. Après tous les problèmes rencontrés pour rassembler ses équipes, George est sans doute soulagé de pouvoir enfin compter sur un fidèle. Je ne voulais pas faire l'Empire contre-attaque parce que... Pourquoi je l'aurais fait? Il faut bien dire que tous les hommages et le succès que le premier film a suscité n'ont en rien redoré l'image de l'acteur à la carapace métallique. Les gens me demandaient si ça avait été payant. Je crois que j'ai touché 425 $ par semaine. Certains aspects ont été extrêmement blessants. D'autres ont reçu d'énormes cadeaux. Et même si le personnage de C-3PO est absolument partout... Je n'avais pas droit à la publicité. Mon nom n'apparaissait nulle part, et c'était étrange, on m'avait exclu de l'histoire. Carrie, Mark et Harrison étaient reconnus pendant que moi, je lisais le journal à la maison. Quand Paul Newman s'est fait demander « Vous n'avez jamais gagné d'Oscar ?» il a répondu « Non, les grandes vedettes sont un requin et des robots, alors je m'en fiche. Va te faire foutre. » Je n'avais aucune importance. J'étais un simple figurant. Finalement, Anthony Daniels met de l'eau dans son vin et signe pour un premier rôle. Il y a deux raisons. La première, c'est que c'était du travail. La deuxième, et peut-être la plus importante, c'est que j'aimais C-3PO. Je m'étais attaché à lui. Maintenant que la distribution est enfin bouclée, George est satisfait. Tout est comme il le veut. Il se disait, je vais finir le scénario, tout préparer et engager un réalisateur. Et lui resterait à la maison et superviserait ILM. Après une courte visite sur le plateau... Ils ont commencé le tournage du film le 5 mars 1979 à Finns, en Norvège. George retourne en Californie. Il a laissé ses directives au réalisateur Irvin Kershner et à son producteur de confiance, Gary Kurtz, qui ne peut quand même pas tout contrôler. Pratiquement dès le départ, les problèmes ont commencé. Il y a eu une tempête. Un peu comme lors du tournage du premier film. Mais là, c'était une tempête hivernale avec 45 cm de neige et moins 20 degrés Celsius. Et parfois, ils étaient coincés à l'hôtel. Il y a cette fameuse scène où Luke avance péniblement dans la tempête. Les techniciens l'ont tourné de l'intérieur de l'hôtel. Luke marchait devant l'hôtel et tout était flou. The weather's bad, and it looks like another planet. Ils ne tournaient pas beaucoup. Ils étaient coincés à cause de la neige. Ils ont pris un peu de retard. Cold makes problems for everybody. Disons que ça commençait plutôt mal. L'équipe de ILM est de retour sous le soleil de la Californie. Le beau temps est au rendez-vous, mais pour le reste... Il y avait plus de scènes à tourner dans l'Empire contre-attaque que dans la Guerre des Étoiles. Et elles étaient beaucoup plus compliquées. La technologie avait un peu progressé, mais l'équipement et les idées étaient les mêmes. L'aspect technique était plutôt rudimentaire.
Sans le créateur de la Dextraflex, la situation risque d'être très périlleuse. Chez ALM, les membres de l'équipe doivent réaliser des séquences extrêmement complexes et sans la présence de leur grand chef John Dykstra, ils sont eux aussi dans la tourmente. Toute la bataille de Hoth se déroule le jour dans un décor de neige. L'ennemi des effets spéciaux est le blanc, car on peut difficilement cacher les lignes du décor virtuel. Et en plus, la technique d'animation image par image qu'ils utilisaient était très élaborée. Ils ont créé une énorme empreinte pour les AT-AT. On ne voit pas ce modèle à l'écran, mais il a servi à imprimer les pas dans la neige. C'est Phil Tippett qui doit créer cette animation image par image. On a commencé à réunir toutes les images et le résultat n'était vraiment pas très bon. The rider has to, like, rock on the saddle in relationship to whether the sky is going up or down. J'ai passé 8 heures par jour, pendant des semaines, à travailler avec un modèle de Tauntaun et un modèle de AT-AT pour essayer de trouver comment ça pourrait fonctionner. J'ai filmé des éléphants avec une caméra 35 mm. J'ai étudié chaque image et j'ai fait des essais pour tenter de créer leur façon de se déplacer. Et je faisais carrément fausse route. Il nous a fallu plusieurs semaines pour trouver la solution. Ces bêtes sont tellement grosses et lourdes qu'elles doivent avoir 3 points de contact avec le sol en tout temps. Ce n'est pas comme un animal. Le tournage en Norvège se déroule tellement mal qu'il risque de tomber à plat. Mais Irvin Kershner et Gary Kurtz pensent qu'ils pourront reprendre le temps perdu et se renflouer dans les studios anglais où les équipes sont efficaces et le taux de change très favorable. Une livre sterling valait 1,25 $. De plus, Irvin Kershner, qui jouit de la confiance inébranlable de George, va diriger les acteurs. Une première qui est bien accueillie. Dans le premier film, il y avait George le taciturne. Un homme renfermé, toujours inquiet. Et il y a eu Kushner. Ouais. Cet homme était formidable. Très avenant et volubile, moqueur, et il avait un drôle de ricanement. Un homme absolument charmant. Il était génial avec les acteurs. Soudain, on avait un réalisateur qui disait autre chose que plus vite. Je ne sais pas ce qu'il prenait, mais il était fantastique. Oui, génial, encore. J'adore ça. Et il disait très précisément ce qu'il voulait. C'était un vrai réalisateur. Il tournait de façon méthodique. Les prises avaient un but particulier, et c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de film. Il tournait ce qu'il lui fallait et arrêtait. Parfois, un peu plus longtemps que prévu. Un jour, après une prise, le caméraman a dit « Il y a un drôle de bruit à la fin, on doit la refaire. » Ce drôle de bruit, c'était Irvin Kershner qui ronflait sur le plancher. Comment ne pas aimer un homme qui dort pendant qu'on joue? On tournait une séquence où j'étais dans le AT-AT et je butais sur une réplique. Je n'arrivais pas à m'en souvenir. Je l'ai refaite 16 fois. C'était un désastre. J'étais couvert de honte. Et cette réplique était « Visez le principal générateur ». Cette réplique ne cesse de me hanter depuis. Mais Julian Glover n'est pas le seul acteur de l'Empire contre-attaque à éprouver des défis personnels. Anthony Daniels. Quand j'ai joué le rôle de King Kong, mon costume en peau d'ours pesait 23 kilos et j'avais 40 câbles fixés sur ma nuque. Mais on a décrété que son rôle était pire parce qu'il était coincé dans sa carcasse et ne pouvait pas s'asseoir. Mes mains, dans le premier film, étaient dans des gants couverts d'inutiles morceaux de métal. Mais pour l'Empire, ils ont fabriqué des gants en plastique qui exerçaient une énorme pression sur cette partie. C'était terrible. Et les pieds étaient faits en un seul morceau, tout en plastique, et étrangement, il y avait un lacet à l'arrière. Soyez attentifs, vous le verrez dans certaines prises. D'accord, tu gagnes. D'autres éprouvent des ennuis beaucoup plus sérieux qui compromettent considérablement le film. Carrie Fisher avait des problèmes de drogue et d'alcool particulièrement graves pendant le tournage. À tel point que les problèmes qu'elle vit dans sa vie personnelle sont visibles à l'écran.
Ses performances d'actrice et l'image qu'elle projetait à l'écran étaient inacceptables. Afin de sauver le film, George doit intervenir. No. Non, pas George. Irvin Kershner doit intervenir. No, that's not it. Gary Kurtz, alors? No, no, no! George a dit, « Howard, tu dois lui parler. » C'était délicat pour un homme comme moi d'aller lui dire, « Ressaisis-toi, arrête la drogue, tu es affreuse. » Et Howard essaie courageusement. Try not. Do. Or do not. Finalement, il ne le fait pas. Je suis allé voir Marsha et je lui ai répété exactement ce que George m'avait demandé de faire. Elle a dit, « Je m'en occupe, laisse-moi les images dans la salle de projection. » Elle s'est assise avec Carrie Fisher et je l'ai entendu lui dire, « Tu es abominable. » Après cet échange amical, Carrie Fisher a dit No thanks. non. Elle a plutôt dit Oui, et elle s'est tout de suite ressaisie. On est retourné faire la prise. les reprises aident l'image de Carrie Fisher, mais nuisent énormément au calendrier et au budget. L'Empire contre-attaque est en difficulté. Les retards étaient énormes et les dépassements de coûts aussi. George subissait beaucoup de pression parce que c'est lui qui finançait la production. Et Kershner dépassait largement la durée de tournage qui avait été prévue au départ. Le budget était atteint au 2e jour. Quoi qu'il en soit, l'ancien réalisateur réalise que le responsable n'est pas Kershner, mais Gary Kurtz. Lucas était d'avis qu'il aurait dû dire non à Kershner plus souvent qu'il l'avait fait. George était souvent en Californie et c'est Kurtz qui le représentait. Rappelez-vous que L'influence de Kurtz a été déterminante dans le choix de Kershner. comme le réalisateur à carte blanche, Kurtz espère que les prochaines scènes seront simples à tourner afin de reprendre le temps perdu. Le décor de Dagobah était surélevé pour faciliter la manipulation de Yoda. A Jedi craves not these things. Les idées de Kershner pour les scènes avec Yoda étaient irréalistes. Il voulait que Yoda sautille constamment, ce qui serait très long à tourner. Et George, à bout de patience et à court d'argent, a dit à Gary, « Je lui donne une semaine, sinon je vais vous rejoindre. Je fixe Yoda au sol et je tourne toutes ses répliques en plan rapproché. » Mais au lieu de s'inspirer de la sagesse de Yoda, Kershner et Kurtz commettent l'imprudence de taire l'impasse dans laquelle ils se trouvent. George Lucas a investi tout ce qu'il avait pour créer l'Empire contre-attaque selon ses propres conditions. Le problème, c'est que le producteur Gary Kurtz cache la vérité à George. C'est-à-dire que les choses ne vont pas très bien. Gary ne communiquait pas les bons chiffres. Je demandais à Charlie Weber, qui était alors le président de Lucasfilm, « Alors, comment ça va à Londres? » Eh bien, ils ont un jour de retard, mais le budget est respecté. Quelques jours plus tard, « Comment ça va, Charlie? » Oh, 2 jours de retard, mais le budget est respecté. Puis, à 3 jours de retard, j'ai dit, « Charlie, j'ai analysé le scénario et je peux te dire que le budget était très serré. Avec 3 jours de retard, le budget est dépassé. Puis 4 jours de retard. Puis 5 jours. Puis 6 jours. Tu le prends où, cet argent? Gary était dépassé par les événements. Je ne veux pas dire du mal de Gary. Mais George a été obligé de l'engager pour le 2e film. Et il m'a dit, « Tu dois être là. Tu vas me donner tes notes. Tu vas me dire ce qui se passe. » Puis, on a reçu un appel de Londres. Ils avaient besoin d'une somme supplémentaire, 5 millions de dollars, soit 20% du budget total. Ça n'a pas plu à la Bank of America. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est la première et seule fois où j'ai entendu quelqu'un injurier George Lucas. Et George a dit, « Si le film ne fait pas de profit, je vais travailler le reste de mes jours pour vous rembourser. » La banque a répliqué, « C'est très facile pour vous de dire ça. » Et pour la banque, c'est aussi très facile de demander autre chose. La banque voulait être remboursée tout de suite. Lucas a donc demandé un prêt dans une autre banque pour rembourser le premier et financer le film. Le prêt a été accordé par la First National Bank à Boston. La Banque de Boston a demandé que Gary Kurtz se retire parce qu'il ne fournissait pas les bons chiffres. George a alors dit, « J'aimerais que vous envisagiez Howard Kazanjian. »
J'étais là et je ne savais rien de cette histoire. Et George a ajouté « Prenez vos références auprès de n'importe qui à Hollywood. » La banque a répondu « C'est déjà fait. » Et Howard peut être le producteur. J'ai donc fait ce qu'un producteur efficace doit faire. J'ai passé les 3 dernières semaines à Londres. J'ai réévalué la situation, la date de la fin du tournage, les coûts reliés à l'entreposage des accessoires et des costumes, etc. Puis, je suis rentré et j'ai refait le budget. Je devais confirmer à Charlie tous les jours que le nouveau budget était respecté. Et Charlie devait appeler la banque tous les jours pour dire « Tout va bien, tout va bien, tout va bien ». La production n'a jamais été interrompue. Mais il y avait plus de frais et tout l'argent sortait des poches de George Lucas. George en a toujours voulu à Gary à cause de ça. On devait tourner 16 semaines et Kirshner a tourné 29 semaines. Par conséquent, on a perdu 13 semaines en post-production. Paul Hirsch commence donc le montage sans attendre. Mais grâce au savoir-faire de Kirshner, la tâche s'avère un véritable cadeau du ciel pour Paul. En fait, comme le scénario était d'une qualité exceptionnelle et que Kirshner avait tourné avec méthode, on a bouclé le montage final 4 semaines après le tournage des dernières scènes principales. Le volet montage étant en bonne voie, c'est au tour de l'équipe de ILM d'assumer sa part de travail. Chaque jour, on avait une montagne de travail à accomplir. On avait un film à finir et la date de sortie approchait. C'était énorme. J'ai dit simplifier les choses le plus possible. Ils ne m'ont pas écouté. La nouvelle équipe a des problèmes. Le courant passait entre les membres du groupe que John avait formé pour la guerre des étoiles. La magie opérait. La complicité était fantastique. Mais la magie du groupe a disparu en même temps que le magicien. Disons qu'on était tous inquiets. À elle seule, la séquence des quadripodes dans les champs enneigés était très complexe. Pour la neige, on utilisait des microbilles, ces affreuses billes en plastique microscopique. Quand un quadripode, qui mesure environ 1,20 m, explose et s'effondre au sol, ces microbilles virevoltent et créent l'illusion que les véhicules sont beaucoup plus massifs qu'en réalité. Il ne fallait pas les inhaler. Submergée par les microbilles et la charge de travail, l'équipe plus ou moins laissée à elle-même s'acharne à la tâche. Mais alors qu'autrefois c'était John Dykstra qui maniait le fouet, cette fois c'est le réalisateur. Non, pas celui-ci. Le réalisateur qui n'est pas réalisateur. George a pris la situation en main. Il dirigeait notre travail, il regardait les épreuves de tournage, il nous donnait des conseils sur les prochaines étapes du travail à faire. Mais George a bien d'autres soucis en tête, parce que Lucasfilm, ILM et tous ses ambitieux projets personnels reposent sur l'Empire contre-attaque, et pour terminer le film, George doit faire des compromis. Je pouvais faire des trucs sans trop m'inquiéter, parce que George était là et me guidait. Il s'assoyait avec nous et il commentait les épreuves de tournage. Ça, c'est super. Ne t'inquiète pas pour ça, personne ne va le voir. Il nous donnait des idées très créatives pour que ça fonctionne. Et on passait à autre chose. George est aux commandes à la place de John Dykstra. Le travail progresse bien. Mais est-ce que ILM saura éviter tous les obstacles qui surgiront? You're not actually going into an asteroid field. They'd be crazy to follow us, wouldn't they? Ken Ralston et Joe Johnson travaillaient ensemble sur la chorégraphie des astéroïdes. On avait énormément d'astéroïdes à réaliser pour cette séquence. Il fallait chorégraphier le Faucon Millenium, les chasseurs-tailles et tout le reste pour qu'il y ait une certaine harmonie. Et c'était difficile avec le système qu'on avait. C'était beaucoup plus dynamique que les vaisseaux spatiaux de la guerre des étoiles. On avait créé plusieurs images d'astéroïdes isolés. George les encourage à se dépêcher. J'avais une scène qui comprenait 30 images secondes. Tiens, je vais utiliser une pomme de terre. Tout volait et sautait de partout. Le vaisseau explosait. Il fallait tout coordonner pour que ça se tienne, puis tourner la scène un élément à la fois. Il leur met beaucoup de pression. Vers la fin, au moment où on était tous en panique, et l'équipe de ILM fait le sprint final. George est revenu d'Angleterre avec la bande sonore. Il a alors fait jouer la musique qui accompagnait le chant d'astéroïdes.
Ça a été un genre de coup de pied au derrière, parce qu'on était tous épuisés après toutes ces heures de travail pour terminer le film. Le jour de la première approche à grands pas, et George Lucas vivra toute une gamme d'émotions. George Lucas a obtenu un prêt pour rembourser un prêt, et ce faisant, il a mis tous ses jetons sur la table. Le destin de Star Wars et de Lucasfilm se joue sur une seule question. Le monde veut-il plus de Star Wars? Do you think this is going to be as big as Star Wars? Bigger! Yeah! Are you going to be missing any classes by being out here? Yes. Lucas a gagné son pari. Star Wars est de retour, ses admirateurs aussi. Mais reste à savoir s'ils aimeront cette nouvelle mouture plus sombre qu'est l'Empire contre-attaque. Quand l'Empire contre-attaque est enfin sorti dans les salles de cinéma, les avis étaient très partagés. Ce n'était pas comme le premier film, La guerre des étoiles. C'était un film beaucoup plus sérieux, plus personnel et plus psychologique. La fin est un peu confuse. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La fin de l'histoire n'est pas claire. Il n'y a pas de fin. Ce style n'était pas la norme dans les années 1970 et 80. Les gens se sentent peut-être perdus par la fin ou par son absence, mais quand les critiques paraissent, il semble que George Lucas ait réussi l'impossible en dépassant le succès du premier film. Ou peut-être est-ce Irvin Kershner qui a dépassé George Lucas? Quand l'Empire contre-attaque est sorti, les critiques ont été plus élogieuses que pour le premier film, et Lucas a mis Kershner en cause. Il a dit, c'est Kershner qui le juge, pas Star Wars. Finalement, il s'est rendu compte que Kershner avait laissé sa marque personnelle dans la réalisation du film, ce qui lui a beaucoup déplu. Les gens disaient que la touche de Kershner avait bonifié le film et Lucas a été vexé. Eh bien, vexé ou non, le fait est, maintenant plus que jamais, que l'Empire contre-attaque est un chef-d'œuvre. Et beaucoup de personnes impliquées... Mais qu'est-ce que je vois là? N'ont rien à redire. On n'a pas à se plaindre quand on participe à un Star Wars. C'était une joie absolue de faire partie de cette expérience. C'était une étape importante dans ma carrière et bien sûr, c'était un contrat intéressant. À propos de contrat... Harrison Ford n'avait pas signé de contrat pour le troisième film. C'est pour ça qu'ils l'ont tué dans l'Empire. Il a été congelé dans de la carbonite. George Lucas n'a peut-être pas fourni un dénouement clair, mais il a atteint un de ses objectifs majeurs avec l'Empire contre-attaque. Ils ont réussi à faire le film sans interférence de la part du studio. Mais ils ont connu beaucoup de problèmes budgétaires en cours de route. Les frais de tournage ont été 30 ou 40% plus élevés. C'est ce qui a compliqué la situation pour George. Et plus tard, c'est ce qui compliquera la relation entre George et Gary Kurtz. À cause de ça, George n'a pas fait appel à Gary par la suite. Mais Gary n'est pas au courant. Alerte aux divulgateurs, malaise à l'horizon. Donc, pour George Lucas, l'Empire contre-attaque a été un succès, mais pas un succès facile. George et Lucasfilm ont tiré une dure leçon de cette aventure. Gérer une compagnie tout en faisant l'Empire contre-attaque a occasionné presque autant de stress à Lucas que lors de la guerre des étoiles. Les choses doivent donc changer. George doit travailler plus fort, plus vite et à moindre coût, tout en créant bien sûr quelque chose qui soit réellement une œuvre de son cru. Contrôle ton propre destin. Et à cause de ça, il en fera les frais personnellement. Et les frais seront très élevés.